Les représentantes des femmes du Burkina Faso à la rencontre du président du Faso, au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, les femmes ont exposé leurs préoccupations. Des préoccupations qui ont trait à leurs conditions et à la conduite de la transition. Le point des échanges à suivre dans quelques instants. Et puis nous sommes le 4 août, jour de souvenir au Burkina Faso. Cela fait 39 ans que débutait une révolution qui va durer 4 ans avec à sa tête le président du Conseil national de la Révolution, Thomas Sankara. Dans ce journal, le rappel historique et certains aspects de la révolution d'août 1983. En sport, dans moins de 24 heures, on connaîtra le vainqueur de la 29e édition de la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. L'événement se tient cette année à Bobo-Dioulasso. En attendant le match, le trophée de l'AJSB a été présenté aux autorités administratives et coutumières de la ville de Sia. Ambiance à voir dans les dernières minutes de ce 20h. Et puis, il y aura une invitée dans ce journal. Nous recevrons la ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement avec Mme Aminata Traoré Koulibaly. Il sera essentiellement question de la journée nationale de l'arbre prévue le 6 août prochain. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction du palais de Kossiam pour ouvrir ce journal-là. Les représentantes des femmes burkinabées y étaient ce jeudi pour des échanges à bâton rompu avec le président du Faso. La condition de la femme burkinabée et la conduite de la transition ont meublé les échanges entre les femmes et le chef de l'État. On fait le point avec Abdelaziz Yagibou. Pour le plein épanouissement de la femme, berceau de l'humanité et actrice incontournable du développement, le président du Faso s'engage. Entouré de 200 représentantes de structures féminines venues des 13 régions du Burkina pour s'imprégner de la conduite de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba promet être de tous les combats pour la cause de l'autre moitié du ciel. Vous représentez plusieurs couches de la société, de l'administration, au monde informel, en passant par les populations déplacées. Je voudrais, en tout cas, en cette journée du 4 août, vous renouveler aussi la disponibilité du gouvernement de la transition à faire au mieux pour davantage impliquer les femmes, pour davantage accompagner les initiatives féminines, pour davantage œuvrer à ce que la femme qui est le symbole de la vie, la femme qui porte la vie, puisse véritablement se traduire dans notre société et dans nos familles. Après les avoir entretenu des raisons qui ont prévalu aux événements du 24 janvier, le président du Faso a appelé les femmes à s'embarquer à bord du train de la refondation et de la restauration de la nation en marche. Appel entendu. À l'analyse du contexte et des défis que nous avons au Burkina Faso, nous pensons qu'on pourrait créer cette synergie qui gagne. Et nous pensons que la femme a l'image d'un soldat et donc les femmes sont capables, avec les soldats, avec les bonnes volontés, de changer le cours de l'histoire, de repeindre le tableau du Burkina Faso en une autre couleur que celle qu'on lui donne dans certains endroits. Elles ont patiemment attendu ce jour, conscientes de leur force et de leur pouvoir à infléchir l'ascendance de la violence dans notre pays. Elles veulent la paix pour le Faso. Elles sont là pour qu'ensemble, avec vous, Monsieur le Président du Faso, elles puissent proclamer aujourd'hui leur engagement à s'investir corps et âme pour la paix, la production de la sécurité, la cohésion sociale, la réconciliation et la reconstruction d'un Burkina libéré des démons de la division et de la haine. Satisfaites des échanges qui leur ont permis d'obtenir des éléments de réponse à leurs préoccupations, les représentantes des femmes, par la voix de leur porte-parole, donnent rendez-vous sur le front de la lutte contre la haine et la violence. Elles annoncent comme première action une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux. À la primature ce matin, l'on a parlé de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. Cette coopération prend un nouvel élan avec des perspectives à envisager dans plusieurs domaines. Et c'est ce qui ressort des échanges entre le Premier ministre et l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina, Bernard Combelem et Caroline Ouari.
Les relations de coopération entre le Burkina et le Maroc sont satisfaisantes. Ce sont les premiers mots de l'ambassadeur du royaume chérifien à la presse à sa sortie d'audience. Une audience pour faire justement le point de la diplomatie entre les deux pays. Pour aller plus loin, le diplomate se satisfait d'une coopération qu'il qualifie de dynamique à plusieurs niveaux. On se réjouit de nos excellentes relations, des excellentes relations qui sont historiques, qui sont profondes et qui concernent une coopération très dynamique, une coopération multidimensionnelle. Et aussi, donc, nous avons fait l'état de cette coopération. On s'est réjoui des avancées réalisées, des avancées sur pratiquement tous les plans, des domaines d'intérêt commun en termes de coopération, c'est-à-dire le domaine des bourses, le domaine économique, le domaine des échanges commerciaux. Au sujet du renforcement de cette coopération, le diplomate lève un coin du voile du tête-à-tête avec le Premier ministre. Notre ambition d'aller de l'avant en termes de renforcement de nos relations bilatérales et donc d'envisager l'avenir avec confiance et aussi en termes de solidarité, toutes les actions qui ont été réalisées, en termes donc de ce raffermissement de cette relation qui est, comme je disais, excellente, et qui est profonde et qui est mutuellement bénéfique. Sur le volet perspective des rencontres d'échange en vue de maintenir le dynamisme salué de la coopération sont au programme. De la coopération, il en a également été question cet après-midi à l'Assemblée législative de transition. Le président de l'ALT a reçu en audience l'ambassadeur d'Iran pour parler du renforcement de l'axe Ouagadougou-Téhéran. Aboubakar Togoyeni a également échangé avec la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés. La synthèse avec Gérard Sommet et SL Judith Assorba. L'Assemblée législative de transition et l'Assemblée consultative islamique d'Iran vont travailler en tandem pour renforcer davantage la coopération entre l'Iran et le Burkina Faso. C'est ce qui a été décidé cet après-midi entre les deux personnalités, Aboubakar Togoyeni, président du Parlement burkinabé, et le diplomate iranien Alireza Taheri. Nous avons eu une rencontre très bonne avec le président de l'Assemblée nationale et nous espérons qu'on va avoir de bonnes relations avec les deux parlements du pays. Nous avons beaucoup de domaines communs qu'on peut travailler ensemble. Nous deux, le pays, nous sommes des victimes de terrorisme. Nous espérons de la paix et aussi la sécurité pour le pays. La présidente de la Commission de l'informatique et des libertés civiles, elle est venue présenter son institution au président de l'ALT, une institution qui a pour rôle de veiller au respect des droits des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel. Au-delà de la présentation de l'institution, Marguerite Ouedraogo Bounane a émis le vœu de sensibiliser les nouveaux membres de l'ALT sur le traitement des données à caractère personnel. Il est d'avis que les membres de l'ALT soient sensibilisés. Donc l'objet de nos actions de sensibilisation sera surtout de sensibiliser les membres de l'ALT pour qu'ils puissent prendre en compte les objectifs que nous souhaitons atteindre, notamment faire connaître aux personnes concernées leurs droits et aux responsables de traitement qui collectent les données personnelles des citoyens, leurs obligations de respecter les droits de la personne. L'intérêt pour la présidente de la CIL est d'avoir le soutien et l'accompagnement des députés de la transition dans sa mission de protection des données à caractère personnel. Venons-en au grand titre de l'actualité de ce 4 août, jour de souvenir pour le peuple burkinabé. Le 4 août 1983 marque le début d'une révolution avec à la clé beaucoup de changements. À la tête de cette révolution, le capitaine Thomas Sankara, qui deviendra le président du CNR, le Conseil national de la Révolution. Suivons d'abord le rappel historique avec Draman Guéné. Dans la nuit du 4 au 5 août 1983, un vent nouveau souffle sur la Haute-Volta. Cette nuit-là, le président Jean-Baptiste Ouedraogo s'adresse à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. C'était sa dernière adresse à la nation. Sitôt après le discours, les armes crépitent. Le régime du CSP, le Conseil pour le salut du peuple,
est stoppée après seulement 8 mois de règne. Le pouvoir se retrouve désormais entre les mains de jeunes officiers Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Lengani, Henri Zongo avec comme leader charismatique le capitaine Thomas Sankara. La même nuit, l'ancien Premier ministre proclame la révolution démocratique et populaire. La rupture est nette, la révolution à l'africaine se met en marche. La chasse aux réactionnaires s'engage. Des dégagements, des licenciements, des mises à la retraite d'office des fonctionnaires et des militaires jugés pourris se mettant en travers de la marche de la révolution. Le pays est en mouvement avec une forte adhésion populaire. La renaissance de la Haute-Volta intervient le 2 août 1984, au premier anniversaire de la Révolution. Tout change après ce décret présidentiel lu par le sergent Georges Namouanou. Article 1er. Le territoire libre d'Afrique, limité au nord et au nord-ouest par la République du Mali, au sud par les républiques de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, à l'est et au nord-est par la République du Niger, et dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Article 2. Le Burkina est un État démocratique et populaire de forme républicaine. Il est un et indivisible. Article 3. Le Faso est l'entité juridique et politique, le foyer inextinguible où souffle le vent vivifiant de la liberté et de la dignité, qui redonne au peuple toute sa grandeur et fait de lui l'allié naturel de tous les peuples du monde qui partagent les mêmes idéaux de liberté et de dignité. Le Faso est la patrie du peuple du Burkina. Article 4. Les habitants du Burkina s'appellent les Burkinabés. Article 5. Le drapeau du Burkina Faso est formé de 2 bandes horizontales de dimensions égales. Celle d'en haut est rouge et celle d'en bas verte. Le centre de la ligne démarquant les 2 bandes est frappé d'une étoile dorée à 5 branches. L'hymne est d'Itaniye. La devise est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Le régime anti-impérialiste s'installe progressivement, impactant le Burkina, l'Afrique et le monde tout entier. Une révolution qui connaît une fin tragique avec l'assassinat de son père le 15 octobre 1987. La révolution burkinabé n'aura duré que 4 ans. Et malgré ses multiples occupations pour un Burkina meilleur, le père de la Révolution avait du temps pour la musique. Il en était même un passionné au point de créer des groupes musicaux tels que les Petits Chanteurs au point levé et les Colombes de la Révolution. Sur cet aspect de la vie de Thomas Sankara, nous avons rencontré l'instrumentiste Désiré Traoré Diniya. Il nous relate quelques souvenirs dans cet élément signé Kwale Nebie et Sanoua Christine Koulibaly. Adieu mon rêve de Gilles Salah, repris à la guitare par Désiré Traoré Diniya. Une musique qui lui rappelle plein de souvenirs avec le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Vous savez, en musique, on apprend toujours et puis on veut toujours être avec des gens pour apprendre quelque chose. Autre musique souvenir et surtout chargée d'émotions, Un linceul n'a pas de poche de Paul de Senneville et Olivier Toussaint. Il m'a fait cette révélation, il me dit, il était en prison à ce moment, à Dédougou, et mon orchestre est parti jouer à Dédougou, et on a joué Un linceul n'a pas de poche. Mais c'est un morceau, moi j'ai joué au soprano, saxo soprano. Il dit qu'il a retenu ça, et chaque fois qu'il écoute ça, il a des sensations, lui-même il n'arrive pas à comprendre. Et ça, il était peiné d'être en prison en ce moment, enfermé là-bas, et puis il y a quelque chose de bon qui se passe dehors. Thomas Sankara et la musique, c'est toute une histoire de passion. Enfermés dans la même cellule, les camarades Lengani et moi-même, et nous avions réussi à avoir 2 guitares. Nous avons composé un morceau pour la libération du peuple voltaïque.
et pour la lutte contre les fascistes. Cette passion l'a guidé vers Désiré Traoré Dinigna, alors grand instrumentiste, fin connaisseur des instruments à la pointe de la technologie de l'époque. Il est venu vers moi parce qu'il voulait créer l'orchestre de Pau et il avait besoin de catalogues pour commander les instruments. Nos premiers contacts, c'était depuis ce temps. Et chaque fois qu'il venait à Ouagadougou, il passait parce que pour voir s'il y a quelque chose de nouveau, ainsi de suite. Son avènement à la tête de l'État n'a entamé en rien la passion du père de la révolution burkinabé pour la musique. Quand il était président, là, moi, pour sortir de la nuit, c'était quand même un peu compliqué parce qu'à tout moment, il pouvait envoyer me chercher. Il y avait Pascal Vidnik, on reste avec lui au palais là-bas et on joue ensemble, nous trois. Thomas Sankara crée le groupe Les Petits Chanteurs au Point Levé et les Colonnes de la Révolution pour chanter la Révolution. Cette passion, il a voulu la partager avec tous les Burkinabés en créant des groupes musicaux dans tous les corps militaires et surtout en rendant la musique accessible à tous. Nous avons organisé un grand concert à la place de la Révolution à l'époque pour soutenir le président Thomas Sankara. Et c'est là-bas qu'il annonce sur place qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de boîte de nuit. Tout ça, ça n'existe plus. Il y a des soirées dansantes, les orchestres doivent jouer à 300 francs la rentrée. Mais nous, on ne jouait pas à 300 francs. On vit de ça. De 150 à 200 000 francs la prestation, les orchestres devraient désormais prester à 50 000 francs CFA sous la Révolution. Une décision qui a eu comme corollaire le déclin de plus d'un orchestre de la vie de Désiré Traoré Dinigna. Vous l'avez entendu, beaucoup d'acquis pendant cette période, mais il convient également de noter que tout n'a pas été rose pendant la Révolution. Des failles, il y en a eu selon plusieurs témoignages, livrés surtout par ceux qui ont vécu cette période. Et sur cet aspect, nous sommes allés à la rencontre de deux hommes. L'un était ministre des Relations extérieures et de la coopération et l'autre directeur de la presse présidentielle, Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Article 1er. Le 4 août 1984, le Conseil national de la Révolution annonce le changement des armoiries du pays. La Haute-Volta est rebaptisée Burkina Faso, patrie des hommes intègres. L'hymne national, la Volta, devient le ditanien, le chant de la victoire. Dans la même foulée, le drapeau national, la devise sont aussi remplacées et le citoyen voltaïque est dorénavant appelé Burkinabé, un mot invariable issu du Fulfulde. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération sous la Révolution place ces changements en tête de liste des acquis majeurs de la Révolution. Des changements qui visent une rupture pour effacer toute trace de colonialisme. Être burkinabé, c'est refuser d'être colonisé. La Révolution a surtout communiqué des valeurs de solidarité, d'honnêteté, de justice, de transparence au peuple à travers une gouvernance par l'exemple, selon le directeur de la presse présidentielle sous la Révolution. Pour la commission du peuple chargée de la lutte contre la corruption, Sankara a donné l'exemple en énumérant ses biens. Et c'est là où on a su que, par exemple, des présidents lui ont donné des centaines de millions qu'il a versés dans les caisses de l'État. Quand on donnait des cadeaux à Mariam Sankara, elle les reversait au compte de l'État. Les leaders de la Révolution, avec en tête le capitaine Thomas Sankara, entraînent le peuple dans les grands chantiers du programme populaire de développement. La santé, la formation, l'éducation des masses, l'agriculture y sont des priorités comme le désenclavement des régions par la route et le rail. Ils font de la promotion de la consommation locale leur leitmotiv. Quand ce slogan a été lancé
il y a des gens qui se disaient plus intelligents et plus révolutionnaires. Ils ont dit, oh, c'est un repli sur soi. Mais quelque temps après la mort de Sankara, les Français, les Africains, même les Américains, ils ont adopté ce principe. Produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. Nous avons, en un an, 1984, doublé la quantité d'eau dans les barrages de ce pays-là. Il y avait 300 millions de mètres cubes. Avec le barrage du Sourou, qui a été réalisé sans un seul centime venu du dehors, à 645 millions, avec l'apport des populations. En moins de 4 ans, la révolution démocratique et populaire a doublé les chiffres de l'éducation, portant le taux de scolarisation de 16 à 32%, ajoute l'ancien ministre avant de reconnaître certaines insuffisances. On a augmenté le nombre des écoles et des élèves, mais on n'a pas changé le contenu de l'école. Nous n'avons pas réussi à éliminer l'analphabétisme, de ne pas savoir lire, écrire et compter dans sa langue. Et troisième insuffisance, et je pense que ça c'est la plus énorme, c'est d'avoir maintenu la place de la langue française au cœur de nos institutions. Je ne dirais pas que ce sont des insuffisances, mais comme je l'ai dit, ce sont des faiblesses. La jeunesse de nos leaders, qui est une qualité, peut être considérée aussi comme une faiblesse parce que on n'a pas mesuré l'étendue des dangers internes à l'appareil révolutionnaire, autant que des dangers externes venus de ce que nous appelions les ennemis de la révolution. Ces militants de la révolution démocratique et populaire d'août 1983 s'accordent à dire qu'au bilan, le positif l'emporte sur le négatif. Et puis, c'est un autre volet de Thomas Sankara qu'on aurait pu évoquer. Le père de la Révolution menait également le combat pour la protection de l'environnement. Et c'est la transition que nous trouvons pour entamer l'entretien avec notre invitée, la ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement, Madame Maminata Traoré Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, avant de parler du sujet pour lequel vous êtes sur le plateau, quel souvenir gardez-vous de Thomas Sankara sur le plan de l'environnement? Un très bon souvenir. D'ailleurs, quand on parle de Thomas Sankara, c'est toujours un bien. Vraiment de bons souvenirs. On se rappelle, nous, on était encore des jeunes. On se rappelle de tout ce qui a été fait. Et maintenant, au niveau de l'environnement, je sais que c'était un de ses combats. Parce que quand il a pris le pouvoir, il y a 50 ans, 40-50 ans, c'était les années où on avait commencé vraiment à pointer du doigt les risques que le monde entier courait à travers donc, les changements climatiques. Et de ce fait, il avait posé des actes. Et parmi ces actes, on pourrait citer l'initiative 8000 virages, 8000 forêts. Il a aussi initié les trois luttes qui consistaient donc à remédier au feu de brousse, à la lutte contre la désertification et la divagation des animaux. Merci. Donc, voilà. Merci pour ce souvenir. Alors, comme je le disais, vous êtes là pour parler de la Journée nationale de l'arbre qui est prévue donc pour samedi prochain. Et quelle sera la particularité de cette 4e édition? Cette 4e édition, c'est vrai qu'il y en a eu déjà 3. Et cette 4e édition, d'abord, parce qu'elle met au cœur les PDI. Parce que nous avons fait le tour des PDI cette année et en plus de la nourriture, la problématique qui se posait, c'est que les femmes n'avaient pas de bois de chauffe pour faire la cuisine. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée donc de dédier cette année la Journée nationale de l'arbre aux PDI, aux déplacés internes. Et ça, c'est la première particularité. La deuxième, c'est le thème. Le thème cette année, c'est arbre, solidarité et résilience.
On voyait que ça rejoint la situation donc, des pays qui ont besoin de solidarité. Que ceux qui ont eu la chance de ne pas vivre ce qu'elles sont en train de vivre, que nous leur apportons de la solidarité. Et cette journée va nous permettre donc de communier avec ces PDI-là à travers la plantation des arbres. Alors justement, en dehors de ce que vous avez évoqué, Madame la ministre, souvent on a l'impression que ces journées se suivent et se ressemblent chaque année. Est-ce qu'en dehors de ce que vous avez dit, il y a des innovations? Bien sûr qu'il y a des innovations, mais ce que je dois dire, c'est même si ces journées se ressemblent, elles sont indispensables. Elles sont indispensables aujourd'hui au regard des contraintes. Parce qu'il y a 2 mois, le bilan qui a été fait sur l'évolution de la situation. Vous avez vu hier, il y avait des inondations, les changements climatiques, la pollution, la perte de la biodiversité montrent que nous ne devrions pas nous fatiguer. Nous ne devrions pas nous fatiguer de planter des arbres. Donc c'est très très nécessaire et c'est vital pour nous. Maintenant, les innovations, c'est que les PDI, sur chaque site de PDI, nous en avons autour de 276. On s'est dit qu'on aura au moins 200 bosquets qui seront dédiés au PDI. En plus, il y a eu une initiative envers les écoles, dans mon arbre, mon école, avec la création des jardins botaniques. Et cette année, habituellement, on plante autour de 300 plantes pour le jour de la Journée nationale de l'arbre. Et cette année, nous voulons en tout cas prendre le challenge donc, de planter au moins 900 000 arbres. Alors, Madame la ministre, on parle de Journée nationale de l'arbre en même temps de campagne nationale de reforestation. Très rapidement, est-ce qu'il y a un lien? Il y a un lien parce que la Journée nationale de l'arbre qui est célébrée le premier samedi de chaque mois d'août, c'est la journée où on prend pour célébrer l'arbre. Vous savez que l'arbre a beaucoup de vertus et représente quelque chose pour nos sociétés. Donc cette journée, c'est pour magnifier l'arbre et la campagne maintenant, c'est pour toute la saison. Pour toute la saison, c'est tout ce qui va être fait comme reforestation, comme reboisement à travers le pays. Merci. Et pour terminer, quel message très rapidement du gouvernement à l'endroit des Burkinabés à l'occasion de cette journée et de cette campagne de reforestation? Et le message, c'est de rappeler les populations qu'il faut planter des arbres. Nous en avons besoin, planter des arbres en famille, planter des arbres au service, planter des arbres dans les vergers toujours, c'est indispensable et nous devons le faire. Donc j'invite en tout cas l'ensemble de la population à sortir et à planter des arbres. Merci Madame Aminata Traoré Coulibaly. Merci donc pour ces éléments d'information sur la Journée nationale de l'arbre. Et je rappelle que vous êtes le ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement. Et dans la suite de ce journal, le collectif des acteurs culturels donne de la voix par rapport à la situation nationale. Pour ce collectif, le Burkina Faso est menacé de disparaître et il faut le sauver. Et cela passe par une union sacrée autour des autorités actuelles. Le point de la conférence de presse animée ce jeudi avec Kwale Nebié et Jérôme Tendano. Chers concitoyennes, il faut cesser nos querelles intestines, taire nos dissensions et dans un sursaut patriotique, s'engager résolument aux côtés des forces combattantes pour sauver la mère patrie, le Burkina Faso. L'appel est du collectif des acteurs culturels du Burkina qui estime que le Faso est affligé, son existence en tant qu'entité souveraine menacée. Il faut se mobiliser comme un seul homme pour faire bloc avec nos autorités, lance Amti Meria et ses camarades devant la presse. Nous nous adressons tout d'abord à nos dirigeants pour saluer les efforts qu'ils consentent, certes, mais qui semblent encore insuffisants pour juguler la crise et rassurer les populations. Il ne doit être fait l'économie d'aucune force, d'aucune intelligence constructive, d'aucun allié, d'aucun sacrifice, d'aucun signal fort. Chaque Burkinabé, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, doit apporter sa pierre pour l'édification d'un Burkina de bonheur et ce regroupement d'artistes estime que les partis politiques et les acteurs de la société civile
ont chacun un rôle déterminant à y jouer. Nous vous appelons à ménager entre vous une trêve salutaire en signant un pacte d'entente, de non-agression et de rassemblement patriotique jusqu'à la libération de notre pays. Dans un contexte de guerre, le collectif des acteurs culturels du Burkina invite l'ensemble du peuple burkinabé à adopter des attitudes et comportements à même de consolider la fibre patriotique. Un appel à l'union, c'est également le message de la coalition Burkina-Russie à l'endroit du peuple burkinabé. La coalition demande aussi aux autorités burkinabées de diversifier ses partenaires, notamment dans le domaine de la défense de son territoire. Les membres de la coalition Burkina-Russie étaient en assemblée générale ce 4 août à Ouagadougou. Konsun Koulibaly et Nyarkiteda. Au cœur des préoccupations dans cette salle, la diversification des partenaires du Burkina dans le domaine militaire. Selon la coalition Burkina-Russie, en plus des autres partenaires, Moscou pourrait être un allié stratégique et qui répond aux préoccupations pressantes du moment. L'Assemblée générale aujourd'hui, c'était de rappeler les objectifs de l'association, du mouvement, qui est d'éduquer les masses populaires, et qui est de rappeler aux uns aux autres que nous voulons un partenariat géostratégique avec la Russie. Coopération militaire Burkina Faso-Russie certes, mais pour ce mouvement, il faut d'abord l'union de tous les Burkinabés. Même si la Russie vient et que nous le Burkinabé, ne sommes pas unis, je pense qu'on n'ira pas loin. L'union d'abord est déjà une victoire contre le terrorisme. Donc, cette Assemblée générale était vraiment une occasion pour nous de rappeler les uns aux autres, de vraiment travailler à l'union, travailler à apaiser les cœurs, travailler vraiment à enterrer le passé qui divise afin vraiment que nous puissions travailler main dans la main pour lutter contre le terrorisme. Jeune mouvement dans l'univers des organisations de la société civile, la coalition Burkina-Russie est un regroupement d'une trentaine d'associations selon son président. Et cette assemblée générale constitue la première grande activité de la coalition. Elle se veut un tremplin pour également commémorer le 4 août, date anniversaire de l'avènement de la révolution au Burkina Faso. C'était en 1983. Et l'actualité de ce 4 août au Burkina Faso, c'est également le lancement des activités du Front patriotique. Un front qui connaît l'adhésion de 33 organisations de la société civile, partis et formations politiques. Pour ces initiateurs, il s'agit d'un mouvement de lutte en vue d'une refondation profonde de l'État pour un Burkina Faso de paix et de cohésion nationale. Présentation détaillée avec Paul David Bambara et Sekou Zango. C'est par acclamation nourrie que 33 organisations de la société civile, organisations et mouvements politiques répondent présents à ce qu'ils qualifient d'appel de la patrie. Ils clament ainsi leur appartenance au Front patriotique. Un front de lutte selon ses initiateurs est guidé par des valeurs de liberté, de justice, d'intégrité, de patriotisme, de sacrifice, de rédemption, de solidarité et surtout de tolérance. Aussitôt présenté, le Front patriotique décline sa vision de lutte en 9 points, dont l'œuvre pour une transition politique légitime et souveraine, la défense du pilier de la justice, la mobilisation du peuple burkinabé pour la mise en œuvre diligente des recommandations du Collège des sages, l'écriture pour le peuple, en somme, une refondation de l'État pour les générations futures. Le Front patriotique annonce un diagnostic sans complaisance de la situation nationale afin de proposer un traitement à la hauteur du mal. Le Front patriotique se construit sur un socle de valeurs, sur une vision nourrie de grands rêves, des rêves que nous sommes un seul et même peuple, un peuple qui se fonde sur un même destin, qui marche en communion pour écrire des pages glorieuses de notre histoire nationale. Et pour y arriver, le Front patriotique entend mobiliser l'ensemble des forces sociales, politiques et citoyennes, ainsi que les leaders d'opinion. L'adhésion au Front patriotique se fonde sur l'acceptation de la charte et la signature du postulat. Le ballet citoyen, la génération Thomas Sankara, le MPP, l'UNIR MPS, le Impresca, le Forum d'Itanier, le mouvement Brassard Noir, la coordination des OSC de Bobo Dioulasso sont entre autres signataires de la charte du Front patriotique.
Dans l'actualité également, l'association Zodnoma pour le développement de Congo-6 célèbre ses 32 ans. La lutte contre la famine est le cheval de bataille de cette association depuis plus de 3 décennies. Aujourd'hui, son mérite est reconnu sur le plan de l'atteinte de la sécurité alimentaire dans la province du Bam. Plus de précisions avec Jérôme Tendano. Désormais commandeur de l'ordre de mérite du développement rural, l'association Zodnoma pour le développement azéndé de Congoussi commémore ici son 32e anniversaire. 32 ans aux côtés des producteurs agricoles pour l'atteinte d'une sécurité alimentaire durable, 32 ans de haut et de bas. Une longévité à l'actif de l'initiateur de l'AZND et aussi de ses partenaires. Je rends vraiment hommage à tous mes partenaires, parce qu'avant tout, c'est les partenaires, c'est mon entourage direct, parce que vous savez qu'en matière de développement, on ne commence pas avec de l'argent. On commence d'abord avec une vision, et c'est cette vision qui va te donner le courage de voir comment est-ce que ce que tu entreprends. Le courage d'entreprendre, Oscar Saoudou et ses collaborateurs en ont eu. Leur mérite aujourd'hui reconnu, c'est aussi une satisfaction pour les partenaires techniques et financiers. Il faut dire que l'association vraiment a beaucoup œuvré dans la région centre-nord. Et en ce sens que, dans le domaine de l'agriculture, effectivement, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées donc, en faveur donc, de la population. Une association qui a commencé très petite, comme une association de paysans, et qui a pu maintenant, qui est en train de donner l'espoir à tout un peuple. C'est une grande opportunité pour nous de continuer à construire l'espoir ensemble avec AZND ici. C'est promis. Les bénéficiaires de l'association Zodnoma pour le développement AZND de Congoussi peuvent se réjouir de pouvoir toujours compter sur le partenaire allemand dans le combat contre l'insécurité alimentaire. En actualité sportive, le trophée de la Super Coupe AJSB a atterri hier à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Vous l'aurez compris, c'est cette ville qui accueille la 29e édition de la Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Le président de l'AJSB a présenté ce trophée aux autorités administratives et coutumières de Bobo-Dioulasso, Hassan Gourabou et Ali Traouri. Les choses se précisent dans l'organisation de la 29e édition de la Super Coupe AJSB. Le trophée tant convoité cette année par le RCK et l'AS Douane a foulé ce matin le sol bobolais. Un trophée qui fait d'abord escale ici au gouvernorat des Hauts-Bassins pour une présentation. Au niveau de la région de Hauts-Bassins, comme je le disais, nous sommes honorés parce que quand même c'est la deuxième ville du pays. Et qui connaît l'histoire de Bobo, on sait que le football ici est vraiment développé. Donc c'est un honneur fait, qui a été fait à cette ville-là. Et puis aussi l'honneur a été fait aussi pour le football au niveau de la région. Après une audience avec le gouverneur, Jérôme Tiendrebego et son équipe mettent le cap sur la chefferie du canton de Bobo-Dioulasso pour présenter le bijou à son locataire. Là, bénédiction et encouragement sont les maîtres mots. Les mêmes conseils et encouragements sont prodigués ici par le président de la délégation consulaire de la Chambre d'industrie et du commerce de la région qui a aussi reçu la visite de l'AJSB. 29 ans d'organisation, ce n'est pas 29 jours. Ce sont des hommes qui se sont battus maintenir cette édition jusqu'à la 29e aujourd'hui que Bobo-Dioulasso va abriter. Venir à Bobo-Dioulasso, c'est toujours un plaisir pour nous de les recevoir. L'occasion pour nous de leur dire merci. Merci de nous avoir associés, en nous associant à cette coupe. C'est l'ensemble des opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins qu'ils ont honoré. L'honneur a été également fait au parrain de cette 29e édition à travers la présentation de ce trophée. Le parrain, par ailleurs directeur général de la Sofetex, a promis de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette activité. C'est une marque de considération que nous prenons à sa juste valeur, mais c'est aussi un signe d'encouragement et de reconnaissance pour ce que nous avons pu faire lorsque nous étions totalement investis dans le secteur du football. Mais je promets donc désormais, avec des actions de ce type, on est bien contraint d'apporter tout le soutien que l'on peut apporter à l'AJSB
pour l'encourager sur sa bonne trajectoire. Lorsque nous sommes arrivés à la Sofitex, l'accueil nous a surpris énormément et je vais dire agréablement parce que nous n'attendions pas à ce que tous les travailleurs de la Sofitex soient mobilisés pour accueillir la Supercoupe AJSB. Et c'est le lieu pour moi de saluer avec toute la chaleur qui va avec le directeur général de la Sofitex, parrain de l'édition, qui a mis vraiment toute sa force, toute son énergie donc, pour accompagner cette édition. Le trophée de cette 29e Supercoupe AJSB finit sa tournée ici à la direction générale de la Sofitex où il sera mis au frais en attendant le 5 août prochain pour prendre la direction du stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Ici, dans la capitale, la mairie a initié un camp vacances à basket les 2 et 3 août dernier. Plusieurs jeunes amoureux de la balle au panier ont pris part à ce camp et ont pu apprendre les rudiments nécessaires à la pratique de ce sport. À noter que ce camp a été organisé en collaboration avec la société minière Ayam Gold et Sakan, Konsun Koulibaly et Alain Didier Compaoré. Réunis au plateau de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou MJCO, ils sont une centaine de jeunes amoureux de la balle au panier à participer pour 48 heures au camp vacances basket initié par la mairie de Ouagadougou. Déjà après cette formation au niveau de la Maison des Jeunes et de la Culture ici, il y aura une équipe. Et également lors de ce camp, on va faire une sélection. Et ceux qui seront retenus vont continuer de travailler régulièrement ici afin de pouvoir participer aux autres camps que Giants of Africa organise probablement dans peu de temps dans la ville de Bobo-Dioulasso et pourquoi pas hors du Burkina. Deuxième du genre, ce stage est rendu possible grâce au partenariat entre la mairie de Ouagadougou et Ayam Gold et Sakan. En octobre dernier, nous avons inauguré la rénovation de la Maison des Jeunes et de la Culture et on s'était engagé à faire un camp de basket. Donc dès le 15 octobre, il y avait eu un premier camp de basket et aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a des moniteurs et des entraîneurs de niveau international qui sont venus pour accompagner ces jeunes, les aider à développer leurs talents en collaboration avec les autorités burkinabées ainsi que les entraîneurs nationaux. Les campeurs pour l'occasion bénéficieront de l'expertise des encadreurs de la NBA pour les inculquer du b.a.-ba du basket et pas seulement. Donc on est venu, on apprend des techniques de basket, de jeu, de shoot, les passes et tout le reste, surtout avec nos coachs qui viennent d'un peu partout. Donc on apprend aussi aux coachs locaux de nouvelles techniques, de façon d'apprendre dans l'apprentissage dans le jeu, pour pouvoir élever le niveau du basketball aussi au Burkina Faso. On fait des petites sessions avec les jeunes au moins où on leur parle de ce qu'on appelle le goal setting, d'apprendre à écrire ce que tu vas faire dans ta vie. Ce stage de 48 heures est également un tremplin pour les coachs locaux de se familiariser avec les nouvelles techniques de la discipline. Voilà, avant de prendre congé de vous, sachez que tout à l'heure, à partir de 21h, vous avez rendez-vous avec votre émission Controversa. La croissance démographique actuelle du Burkina Faso est-elle une opportunité ou un frein au développement du pays? C'est le sujet autour duquel Aboubakar Sayon et ses invités vont débattre ce soir. Restez donc avec nous pour suivre cette émission qui débute dans une vingtaine de minutes. Et c'est ce qui met fin à ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Et merci de votre fidélité à la RTB.